Bonjour, Bonjour, bonjour tout le monde. on espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle rentrée des Chuquettes. Bienvenue. Le premier parmi Et une tant d'autres. bonne dizaine de lives qui arriveront prochainement. Ouais. Et aujourd'hui, on va voir quoi, Marine, du coup? Alors on va voir logo et charte graphique, le vrai travail derrière une identité réussie. Mhm. On va se présenter. Donc moi, c'est Richard Simon, je suis directeur artistique associé. Et Marine Legac, directrice artistique. Alors, de la com et des Chuquettes, c'est quoi? Notre mission pendant ce live, ça va être de vous permettre d'apprendre des choses tout en s'amusant et aussi de pouvoir concrétiser ces choses et passer à l'action ensuite. Donc nous, on fait un live Twitch tous les mois, c'est le jeudi matin. Mm. Et voilà, ça nous permet de créer une communauté autour de la communication, même pour vous d'apprendre plein de choses. Ouais. Et qui on est? En fait, Concept Image, on est une agence de communication assez globale, assez 360, centrée quand même sur le digital. On fait un peu moins de print, mais en tout cas, on fait beaucoup de sites web, de l'identité visuelle. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? De l'illustration, du motion design. C'est très, très varié ce qu'on fait. On s'ennuie pas. C'est cool. Euh, Pendant le live, du coup, si vous voulez participer sur Twitch, n'hésitez pas à créer un compte si vous n'en avez pas. C'est assez simple, hein. Ça prend 2 minutes à créer. C'est assez rapide. Donc, parce qu'on vous posera des petites questions pendant le live, n'hésitez pas à interagir avec nous. Est-ce que vous nous entendez bien d'ailleurs? Ah, N'hésitez pas à mm, nous dire dans le chat. si le son est OK pour vous. Hmm. Ensuite, du coup, je te laisse continuer, Marine. Ah oui, si besoin, vous pouvez activer les sous-titres aussi du live en cliquant sur le Hmm. bouton CC qui est sur le côté. Et vous pouvez nous retrouver évidemment sur LinkedIn où on poste régulièrement des choses, notamment au sujet des lives qu'on va faire. On les présente à chaque fois. Ouais. Et aujourd'hui, on va vous parler de logo et de charte graphique. Alors pourquoi? Parce que ce type de projet en agence de communication, comme pour les clients, c'est toujours super enthousiasmant pour les équipes de communication parce que on va créer toute une nouvelle identité et c'est aussi un des rares sujets où tout le monde va donner son avis dans la boîte. Tout le monde a son avis personnel justement et on ne sait pas toujours comment marche un bon logo, enfin comment ça fonctionne un bon logo, une bonne identité visuelle. On sous-estime souvent justement la complexité réelle qu'il y a derrière juste un logo, tout le travail qu'il y a derrière, toute l'équipe qu'il y a derrière aussi. Ouais. On va le voir ce matin. Il y a plein de choses. Et oui, parce qu'un mauvais cadrage, ça peut être énormément d'allers-retours. Le budget aussi, c'est quelque chose qui va être assez important. Et on peut aussi mettre une équipe à bout avec trop d'allers-retours, tout le monde qui donne son avis. Ouais. Et aussi parce qu'un beau logo, c'est aussi un investissement qui dure des années, qui va être à décliner sur tous les supports. Et justement, ça va permettre à votre marque, votre entreprise de rayonner parmi tous ses concurrents. Mhm. Là, c'est ça, quand on travaille sur un logo, c'est pas un one shot comme ça, c'est pour longtemps. Mm, Ça mm. va servir longtemps, ouais. On va commencer léger. Je vais vous lire quelques phrases qu'on a tous entendues un jour en projet d'identité visuelle. Donc ça peut être on veut un logo simple mais original, mais pas trop original quand même. Ça, on l'a souvent et c'est souvent difficile d'arriver à sortir justement de ça. Mon neveu fait du graphisme, est-ce que je peux lui montrer? On dirait des fesses. On l'avait eu. Ouais, on l'a déjà entendu. Nous-mêmes, on l'a dit pour certains Oui. logos, on avoue. Et, euh, et on l'a dit pour un logo que j'ai fait aussi il n'y a pas si longtemps que ça.
C'est vrai que du coup, quand on travaille sur un logo, on s'aperçoit pas forcément de l'interprétation que peuvent avoir d'autres gens. Et c'est et du coup, quand on l'a dit, quand on me l'a dit, je fais ah ouais, ok. Et ben, ça sera pas ce logo-là. C'est ça. Est-ce qu'on peut garder l'ancien logo, mais le moderniser vite fait? On veut un logo qui raconte une histoire. J'ai fait ce Mm. logo sur PowerPoint. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Donc voilà. L'idée, c'est pas de se moquer, mais de se reconnaître, que ce soit des clients, des prestataires, collègues, peu importe. Parce que ça, c'est aussi pour dire que ces sujets-là, on est tous un peu paumés parfois et c'est normal. Mm. Et on est là pour ça, justement, ce matin. Et n'hésitez pas dans le chat si vous avez Des questions. aussi, ouais. Si vous avez déjà entendu aussi ce genre de phrase ou. Ouais. Alors, on va enchaîner sur une petite citation d'un typographe suisse. Le secret d'une belle forme réside dans sa simplicité et le meilleur logo est celui qu'un enfant peut dessiner dans le sable avec son doigt. Alors, c'est pour vous dire, un peu pour définir aussi la notion de logo. C'est en gros, un logo, ça doit être facile à reconnaître, succinct et mémorisable. En fait, c'est un signe graphique ou typographique qui permet de vous identifier. Du coup, ouais, finalement, le logo, c'est un peu comme la porte d'entrée d'une maison. C'est le premier contact, la première impression. Faut que j'évite de faire ça, moi, ça doit faire mal aux oreilles. Dans le micro. Du coup, il invite ou non à entrer plus loin dans l'univers d'une marque, en fait. Donc ouais, c'est important. Faut bien la soigner, cette porte, pour donner envie de rentrer. Parce que du coup, si on peut avoir une maison qui est hyper bien pensée, hyper bien à l'intérieur, qui est super, mais si la devanture, elle donne pas envie d'entrer, bon, c'est un peu loupé. Euh, on va pouvoir voir l'anatomie du logo. Alors, le logo, du coup, comme tu disais, Marine, c'est le signe graphique qui représente une marque, une entreprise, une organisation. Et si on s'attarde aussi un petit peu sur l'étymologie du mot logo, en fait, logo, c'est l'abréviation de logotype. Et en grec, du coup, on a logos et typos. Et logos, c'est la parole, le discours. Ça signifie la parole, le discours. Et typos, ça signifie l'empreinte, la marque. J'allais refaire ça. La marque laissée par un coup. Du coup, ça fait un peu un mot symbole, en fait, finalement. Donc, si on regarde un petit peu l'anatomie, à gauche, on a du coup le symbole, l'icône. En haut à droite, on a le texte, le nom de l'entreprise, par exemple, la typographie. Et ensuite, en dessous, on a ce qu'on appelle la baseline. Donc ça, c'est une petite phrase qui vient préciser le positionnement de la marque. Ça peut être un slogan aussi, ça peut être aussi le nom complet de l'entreprise. Parce que par exemple, la INO, c'est un acronyme de l'Institut de neuro-orthopédie du handicap. C'est un logo sur lequel tu avais travaillé. Marine, tu veux Mm, peut-être en mm. dire un petit mot? Non, bah oui, c'était un logo justement dans le secteur médical. Donc pour des personnes qui ont des problèmes physiques, donc en MPR. Et l'idée, c'était de représenter un personnage en contreforme, avec l'idée, justement, c'est des personnes qui ont des problèmes pour se mouvoir. Et donc, ça leur arrive, après un AVC, par exemple, d'avoir des membres déformés. Et donc, on avait utilisé ce personnage-là, justement, pour les représenter, avec l'idée d'avoir plusieurs formes réunies pour créer une interconnexion entre, justement, tout le réseau médical de ce réseau-là. Voilà. Merci. C'est très chouette ce que tu as fait. Et du coup, ouais, juste pour continuer sur la baseline, en fait, c'est pas un élément obligatoire. C'est pour ça qu'on fait différentes versions des logos. Là, par exemple, tu avais fait une version sans la baseline. Tu as une version aussi où il n'y a que le sigle, par exemple. On verra ça un peu plus en détail tout à l'heure. Et aussi, on parlait de l'anatomie du logo, mais c'est pas quelque chose, c'est pas une règle à suivre. Là, ce qu'on vous montrait, c'est la construction celle qu'on retrouve le plus souvent. Mais avec un logo, on fait un peu ce qu'on veut. Il n'y a pas de règles bien établies. Ensuite, l'identité visuelle. Alors du coup, ouais, le logo, c'est la porte d'entrée.
Et l'identité visuelle, bah, finalement, c'est toute la maison. En fait, c'est l'ensemble des éléments visuels qui définissent votre marque. Donc, c'est les couleurs, les typographies, les icônes, la façon dont vous utilisez la photo, l'illustration. Enfin voilà, c'est tout l'ensemble visuel de la marque. Tout ce qui fait Mm. qu'on vous reconnaît en fait, même Et le si le logo logo, n'est pas là. ouais. Le logo Mm. fait partie de l'identité visuelle, en gros. Mm. Et ensuite, on a la charte graphique. C'est un document qui fixe les règles du jeu finalement. En fait, quand on utilise le logo, on- c'est, en fait, il va nous dire comment utiliser ce logo, quelles couleurs sont utilisées, quelle fonte on peut utiliser. Et des fois, ça rentre vraiment dans le détail. On en parlera un petit peu plus en Mm, détail mm. justement tout à l'heure. Mais en gros, elle sert à garantir la cohérence et l'uniformité visuelle sur tous les supports. Donc vous, dans le chat, est-ce que vous en êtes tout avec votre identité? Est-ce que vous avez plutôt un vieux logo? Euh, est-ce que vous avez un logo qui tient la route, mais vous savez pas trop comment le décliner? Est-ce que vous souhaitez une refonte, mais vous savez pas trop par où commencer? Ou sinon, est-ce que vous avez déjà un logo, mais vous aimeriez l'actualiser pour travailler plus sur les différents supports? Ou autre. Autre, ça pourrait être quoi? Bah, pas de logo, par Pas exemple. du tout de logo, vous créez votre entreprise et vous n'avez pas du tout d'idée de logo, vous savez pas Mm. comment commencer. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires Ouais, où en êtes-vous. on continue. On regardera le chat en même temps s'il y a des... Et du coup, bah, ce matin, on va voir avec vous comprendre du coup avant de dessiner. Ensuite, on va voir explorer et poser des pistes. Ensuite, on va voir vraiment comment créer le logo. Ensuite, construire la charte graphique. Et après, on fera un petit quart d'heure IA. On rajoute ça maintenant dans nos petits-déj. Dans tous les petits-déj, on parlera un petit peu d'intelligence artificielle. Parce que c'est un sujet qui est trop important pour passer à côté en ce moment. Donc, on voit bien que ça va prendre de l'ampleur. Et on fera des petits mots comme ça sur l'IA. Oui. Donc, comprendre avant de dessiner, Marine. Comprendre avant de dessiner. Alors, il y a, oui, il y a la notion de comprendre avant de se lancer dans la création d'un logo, parce que vous avez plusieurs questions à vous poser, en fait, avant de vous lancer dans toutes ces étapes. Alors déjà, ça va être quelle est la vraie raison de ce changement de logo? Est-ce que ça va être le positionnement de l'entreprise qui évolue? Donc l'entreprise, elle vend plus seulement un produit, elle propose une expérience, des nouveaux services. Est-ce que c'est le business model qui change? Par exemple, il y a un groupe qui rachète votre entreprise. Donc est-ce qu'on va créer des nouveaux logos euh, pour chaque élément du groupe? Est-ce que c'est les usages et le public qui changent? Bah, parce que, bah, par exemple, à l'époque, un logo qui fonctionnait bien en print, aujourd'hui, sur le digital, il va plus fonctionner pareil. Il faut créer tout plein d'éléments autour de ça. Donc voilà, il y a plein de questions qu'on va se poser. Et, on va vous montrer un exemple. Alors là, c'était le cas de Airbnb. Le logo qui a été... c'est une refonte qui a été faite en 2014. Donc Airbnb, là, ils ont fait le choix de créer un nouveau symbole, une icône appelée Bello. Et cette icône incarnait justement la nouvelle vision de leur marque, avec une volonté de créer justement un sentiment d'appartenance autour de Airbnb. Parce qu'à l'époque, c'était pas encore très connu. Même moi, ça me disait rien. Et c'était aussi pour faire valoriser l'expérience humaine, mettant en avant toute la communauté de voyageurs qu'il y a et toute la communauté d'hôtes. Et donc, ce logo, il traduit bien cette évolution, justement. Il est simple, chaleureux, reconnaissable. C'est un bon exemple d'identité réussie qui Mm. accompagne justement une évolution de positionnement. On va vous montrer un peu comment il se décline aujourd'hui et il se déclinait. Donc voilà, là, en fait, chacun peut interpréter des choses avec cette forme. Le studio, c'était Design Studio qui l'avait fait. Il évoque
le A de Airbnb, l'idée d'un nœud qui relie les gens entre eux. Euh, et il a été aussi conçu pour surpasser les barrières culturelles et linguistiques, parce que Mm. Airbnb, c'est dans le monde entier. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est quelque chose d'important quand on conçoit une charte graphique, il faut avoir des fois la notion internationale, comment elle va être vue ailleurs. Et Mm. le logo, comme chaque création de logo, il y a toujours des critiques. Et il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu qui ont vu des formes suggestives dans ce logo. Notamment sur Twitter, à l'époque, ça a été beaucoup commenté. Et Airbnb, ils avaient répondu à tous ces commentaires négatifs, finalement, en créant une infographie qui réunissait toutes les comparaisons qui avaient été faites sur l'icône. Et ils avaient proposé de se faire un générateur de logos où t'avais l'icône qui était déclinée sous plein de formes différentes, avec l'idée que, ils avaient eu une accroche, c'était nous créons un monde où chaque voyageur et hôte peut se sentir chez soi partout. En fait, ils avaient super bien répondu. Mm. Donc c'est pour montrer aussi Franchement, que même avec très des fort. critiques, on peut rebondir. Mais ouais, clairement. C'était trop bien joué de leur part. Mm, mm. Justement, ça avait créé plein de contenu, donc c'était top pour eux. On va parler aussi du logo Total. Là, c'était en 2021. Vous l'avez tous vu, hein, parce qu'il est pareil, il est autour de nous. Là, ils avaient même changé de nom, de naming. Nous, d'ailleurs, ça nous arrive aussi de faire du naming. Mm. Et ce choix, il n'était pas anodin, parce que justement, ça correspond à un virage pour Total, un virage dans leur stratégie. C'était d'incarner une transition justement vers la diversité énergétique. Donc, ils avaient le souhait de passer dans leur communication, en tout cas, au solaire, à l'éolien, au gaz, électricité et tout ça. Et donc, l'ancien logo, il fonctionnait plus pour représenter tout ça. Donc, ils ont fait le choix d'utiliser un dégradé pour refléter ce nouveau positionnement. Et c'est aussi pour montrer que c'est pas que esthétique, c'est aussi un signal adressé aux clients, aux investisseurs, au grand public. Voilà comment ce dégradé est représenté. En fait, on passe du rouge au pétrole, au solaire, au jaune. Là, c'était Carignan Noir qui avait fait ce logo-là. Mm. Et comme tout changement de logo, ça a impliqué un travail énorme en fait pour l'agence. Donc ils ont mis 9 mois à le produire. Sans compter qu'après, ils ont dû décliner ça sur plus de 16 000 stations-service. C'est énorme. Dans plus de 130 pays. Donc 18 mois de travail en tout. Et le truc, c'est que le dégradé, ça a créé des frais aussi. Il faut savoir qu'une utilisation de dégradé comme ça peut créer des frais dans les impressions. Parce que il existe, par exemple, ce logo, il marche que sur fond blanc. Donc, c'est pas toujours évident. Et la typographie, elle a beaucoup évolué aussi par rapport à l'ancien. Ce genre de typo plus arrondi, plus en minuscule, c'est aussi quelque chose qui est utilisé beaucoup dans le milieu écologique. Donc, ils ont été aussi pas mal accusés de greenwashing parce que dans leur stratégie de communication, ils ont été un peu plus. Ils sont allés dans l'énergie plus propre, sauf que aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Ouais, dans les faits, c'est Ouais. pas Donc, attention ouf. aussi au positionnement qu'on Mm. prend dans la charte graphique. Oui. Parce que si on répond pas derrière, si on fait pas la même chose que ce qu'on dit, C'est voilà. risqué. Mm. Ouais. Alors ensuite, parmi tous ces exemples, on peut bien voir que changer de logo, ça a un impact à plusieurs niveaux. En interne, ça va être comment on va expliquer aux gens en interne comment ils vont décliner les supports, comment ils vont parler de l'entreprise, de son évolution. En externe, comment les clients ils vont reconnaître l'entreprise, elle a changé de logo, donc comment on va faire pour qu'ils ne soient pas perdus et qu'ils continuent à l'identifier. Et en termes opérationnels et budgétaires, par exemple, la Total, ça implique de changer plein de stations de service. Donc, le coût, faut aussi mesurer le coût que ça va apporter à l'entreprise, quoi. Ouais. Donc ensuite, on va comprendre qui vous êtes. Donc
Si on sait pas ce que vous voulez incarner, c'est bah, ça sert à rien. Nous, quand on travaille, il faut qu'on sache, vraiment qui vous êtes, quelle est votre histoire, quelles sont vos valeurs, quel est votre positionnement. En fait, le logo, ouais, il doit être le reflet de tout ça. Du coup, on a besoin de savoir ça. On peut voir un petit exemple, bah, un petit raté quand même parce que pas un petit raté, un gros raté même. Mais, c'est toi qui avais trouvé cet exemple, Oui, Marine. Mais, en gros, c'est le la marque Tropicana. Ils ont changé leur logo. C'était en quelle année ça? Je sais plus exactement, mais c'est il y a pas si longtemps que ça. Donc en fait, ils ont lancé leur logo et on voit sur la droite ce que ça a donné. Et du coup, ils sont allés sur un truc beaucoup plus minimaliste, un logo beaucoup plus minimaliste qui est travaillé en vertical d'ailleurs. On distingue un peu moins. Et, et en fait, du coup, les consommateurs, ils se reconnaissaient ils plus se du sont tout. perdus, quoi. Ils Mm. reconnaissaient même plus dans les rayons la marque. Et du coup, ça a chuté de 20%, donc des pertes énormes. Et, euh, et donc après, Bah, face à ce flop, ouais, ils sont revenus finalement. ouais, ils sont revenus en Mm. arrière. Donc, ouais, intéressant ce cas. Donc, justement, pour pas se louper, on travaille sur la plateforme de marque, en fait, avant de travailler sur le logo. En fait, la plateforme de marque, c'est un document stratégique qui définit l'ADN et ouais, toutes les fondations, en fait, de la marque. Et ce qu'on disait tout à l'heure, ouais, enfin, elle définit bah, du coup votre histoire, vos valeurs, votre positionnement, vos missions, aussi la vision que vous avez du futur euh, et votre ton, votre personnalité. En fait, si vous en avez déjà une, c'est bah, déjà une super base pour nous, Mm. pour commencer à travailler. Si vous n'en avez pas, on va la construire avec vous. Enfin, s'il y a un budget consacré à ça, parce que c'est un gros travail. Et s'il n'y a pas de budget consacré à ça, bah, on fera à minima une réunion avec vous pour vous connaître au mieux. Euh, et du coup, pour ça, on fait des ateliers à l'agence pour bien vous connaître. Là, par exemple, on a mis en exemple l'atelier de l'ambassadeur. En fait, c'est pour vous expliquer rapidement, c'est en gros, on pose sur une table plein de photos de personnalités et on va demander à chaque participant de la réunion, donc les personnes impliquées avec nous dans la conception du logo, euh, bah, de choisir un ambassadeur. En fait, on leur dit si vous aviez une personnalité à choisir, ce serait qui? Et, euh, et surtout, ce qui nous intéresse, nous, c'est pourquoi. Parce que quand ils vont développer, quand chacun va présenter sa personnalité, euh, en fait, ils vont nous dire plein de mots, plein de choses, plein Plein d'infos. d'idées, plein de comptes, Mm. ouais, plein d'informations. Et en fait, c'est ces mots-là qui, nous, après, vont nous servir pour vraiment concevoir le logo. Et c'est de la valeur. Enfin, c'est vraiment impressionnant ce qui ressort de ces ateliers. Mm, mm. Et c'est intéressant d'ailleurs, quand on fait ces ateliers, il y a en fait, tout le monde, on peut penser que tout le monde choisirait le même, mais en fait, non, c'est pas du tout ça. C'est tout le monde choisit des ambassadeurs différents. Parce que dans une entreprise, bah, il y a plusieurs valeurs différentes, il y a plus. Enfin, donc, ouais, très intéressant cet atelier. Après, on va demander à qui vous parlez, du coup, quelles sont vos cibles, ça c'est essentiel. On regarde aussi vos concurrents, comment eux communiquent. On va se demander, du coup, est-ce que nous, on s'inscrit dans ce paysage ou justement, est-ce qu'on du coup, on peut se permettre de faire un pas de côté pour se démarquer et comment? Et ensuite, on va voir le ton. Donc, comment vous communiquez? Est-ce que vous êtes plutôt chaleureux, institutionnel, ou alors plutôt décalé? On peut voir un autre exemple, là, c'est l'exemple de Meta. En fait, en 2021, c'est bah, Facebook Inc. Incorporation, du coup, est devenu Meta. Et du coup, ils ont transformé leur logo avec cet infini bleu là, un peu en forme de manette de jeu. Oui. Et, euh, et en fait, les utilisateurs, eux, ils attendaient plus de la transparence de la part de De la Facebook. sécurité. Mm. Et cette icône-là, il reflétait pas justement la sécurité parce que bah elle se signe infini. Au contraire, c'est plus enfin de l'obscur quoi. Ce qui fait que Ouais, c'est ça. euh, Complètement déconnecté du mm, réel.
Et du coup, bah, s'ils ont perdu, ça a eu un impact Oui, ça a eu fort un parce impact. que ils ont perdu, ouais, 70% de leur valeur en 2022. C'est remonté Donc, depuis, quoi, mais en tout cas, au moment du changement, bah, il y avait eu pas mal d'avis négatifs bah, sur l'image de Meta de manière générale. mmh mh. Ensuite, on va vous demander où est-ce que le logo va vivre, donc sur les différents supports, plus sur le web, les réseaux sociaux, l'impression, signalétique, produit. Mais en gros, aujourd'hui, quand nous travaillons en logo, à l'agence, en tout cas, on travaille, enfin, on pense à tous les supports. Il faut que notre logo il puisse vivre partout. Mm. Et c'est pour ça qu'on prévoit plusieurs versions. Là, on peut voir un petit exemple. En gros, comme un site internet, quand on travaille en responsive design, ben, le logo, c'est un petit peu pareil. Il faut que sur un tout petit support, eh ben, il puisse être identifiable. Je sais pas, par exemple, le logo, enfin le petit avatar qu'il y a sur Instagram, bah, du coup, il faut qu'on prévoit que en tout petit comme ça, il soit identifiable. Un autre exemple là, c'est le logo des JO de Londres en 2012. Il a été assez décrié ce logo parce qu'il n'est pas très justement très accessible, surtout les supports. Bah, par exemple, le logo, enfin le nom London, il est un tout petit dans le 2. Et du coup, si par exemple. Causer des soucis parce qu'ils Mm, n'avaient mm. pas identifié en amont bah, que ça pouvait leur causer des soucis. Mm. Et ensuite, on va voir quelles sont vos attentes en termes de graphisme. Alors, quelles sont vos attentes en termes de graphisme? Est-ce que, par exemple, il y a un concurrent, par exemple, pour le sujet des couleurs, est-ce qu'il y a un concurrent direct? Vous aimez, par exemple, le bleu, mais il y a un concurrent qui utilise aussi cette couleur? Est-ce que dans votre secteur, tel ou tel code va être connoté négativement? Est-ce que ça contradit une valeur clé à votre marque? Voilà, on va se poser tout un tas de questions. On va identifier plein de choses pour qu'on sache graphiquement quelles sont vos attentes. Et là aussi, on crée, bah, différents ateliers. Et celui-là, en fait, ça va être... bah, souvent, bah, justement, souvent dans la refonte d'un logo ou la création d'un logo, on fait un atelier comme ça, où on va poser plein de logos sur la table de différents secteurs, de différents... bah, très différents graphiquement. Et l'idée, ça va être bah, d'identifier qu'est-ce que vous aimez dans tel ou tel logo, qu'est-ce que vous représenterez le plus, sans regarder le secteur dans lequel le logo est, mais vraiment graphiquement d'identifier des choses qui vous intéressent, sur lesquelles vous pourriez vous positionner. Et après, nous, on va avoir une discussion autour de ça. Et c'est vraiment une façon d'ouvrir la discussion. Parce que des fois, on aime des choses, mais on ne sait pas trop comment l'exprimer. Et le fait d'avoir des visuels comme ça devant soi, bah, ça permet justement d'identifier et de réussir de communiquer parce que c'est difficile de communiquer Mm. sur des choses graphiques très visuelles. C'est d'ailleurs sur cette slide-là, Oui, il y a le logo du TNB, du TNB, oui, ouais, du Théâtre National de Bretagne, qui est un Rennes. qui est à Rennes. Et retenez-le bien, parce qu'on en reparle un tout petit peu après. Un tout petit peu. C'est ça. Écoutez bien, attention. Et puis quelques petites questions d'organisation. Parce que là, on a vu le positionnement, la Mm. cible et tout ça. Et ensuite, bah, faut se poser des questions en organisation. Parce que bah, ça va peser sur l'ampleur, la durée du projet. Déjà, combien de personnes vont être impliquées dans le choix du logo? Combien de personnes vont trancher sur Mm. justement ce choix de nouveau logo, d'identité visuelle? Parce que si c'est une seule personne, même pour nous, avec qui on va échanger, quoi. Si c'est une seule personne, le processus, bah, il va être beaucoup plus simple et rapide, puisque bah, nous, on va être face à... en termes de goût, en termes de positionnement, d'avis, etc., ça va être beaucoup plus fluide. Mais si c'est un comité de direction entier, faut s'attendre à avoir des arbitrages plus longs et même parfois des compromis. Et si vous voulez impliquer des clients ou des usagers, ça devient encore autre chose. Combien d'usagers et de clients on implique, Mm. dans comment on le fait. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.
L'important, c'est de savoir dès le départ jusqu'où vous voulez aller, parce que ça va changer complètement le planning et la matière de présenter des pistes. Et d'ailleurs, des fois, ça peut être très dangereux d'impliquer trop de personnes, parce qu'on a l'impression qu'on va faire plaisir à tout le monde, et au final, ça peut être le risque que finalement tout le monde soit déçu. Ouais. Bah, l'idéal pour nous aussi, Mm. c'est que on ait quand même une personne Mm, en mm. interlocuteur. Même s'il y a plusieurs personnes chez le client en interne à décider, nous, au final, l'idéal, c'est quand même qu'on ait une personne. Mm. Et ensuite, l'autre question qu'il faut se poser, c'est à quel moment les impliquer? Est-ce que ça va être dès le début pour récolter le besoin et sentir les attentes? Est-ce que on va récolter ces avis lors de la présentation des premières pistes que nous, on aura déjà fait? Donc en général, on en fait 3 pour capter les réactions. Ou est-ce que ça va être au moment du choix final? Admettons, il en reste 2 en finale on leur laisse le choix ou pas. Le danger, comme on l'a dit plus haut, c'est de laisser intervenir tout le monde à chaque étape et donc d'avoir trop d'itérations, que le temps passe et que ça n'avance pas et qu'au final on se retrouve avec un logo un peu avec trop d'avis différents, quoi. Là, vous êtes sûr d'avoir un projet qui va pas avancer. Ouais. Et nous, on est là pour vous aider, justement. Et votre timing, parce que un logo, c'est un marathon, mais pas un sprint. Sauf si vous avez un salon dans 6 semaines. Et ça, justement, ça nous arrive des fois. On a un client, pour des événements, il nous demande de faire des logos juste pour... en fait, il a déjà son propre logo. Et ça arrive des fois pour un événement qui nous demande de créer un logo. Et vu que souvent le cadre événementiel, c'est toujours un peu... le timing est toujours serré. Nous, on aime bien quand même travailler dans ces conditions. Des fois, ça Mm. reste intéressant parce que C'est vrai. on a une logique différente d'approche, quoi. Mais voilà, Mm. ça peut arriver. Quand vous avez des demandes d'urgence, ça peut nous arriver d'en traiter. Voilà. Ouais. Bah, encore récemment, là, c'est Oui. arrivé. On a eu, je sais plus, de 3 4 jours pour faire le logo. Oui, Ouais, c'est comme tu dis, c'est un autre rythme. On se met dans d'autres dispositions. c'est ça. Mais on y arrive, on y arrive. On s'en Ouais. sort. Sans faire de charrette. Et après tout ça, après toutes ces super infos, on obtient un brief clair et on peut commencer à bosser. Ouais. On va pouvoir commencer à explorer et poser des pistes. Mais on commence pas à dessiner tout de suite en fait. On va commencer et on n'ouvre pas Illustrator non plus tout de suite. On va, on va passer par quelques étapes avant, dont le benchmark. En fait, le benchmark, on va en gros observer ce que font les concurrents. Euh, on va comprendre en fait quelles sont nos marges de manœuvre par rapport aux clients et quels sont les codes visuels dominants du secteur, quelles sont les couleurs utilisées, les styles de logo qui reviennent assez souvent. On va aussi... et tout ça, en fait, ça va nous permettre de voir comment on peut se différencier. Et on va aussi aller voir dans ce benchmark, en fait, on ne se contente pas d'aller voir ce qui est fait dans ce secteur en particulier, mais comment dire, on ouvre nos chakras un peu, on va voir un petit peu ailleurs aussi. C'est très, très varié. Et ensuite, on va créer un mood board. Un mood board, c'est quand on aura une piste en tête, en fait, on va créer une planche visuelle avec tout ce qui nous inspire. Donc ça peut être en fait des illustrations, des couleurs, des fontes, des Mm. photos, des logos, tout ce qui nous inspire. Il y a pas de limite là. Et du coup, ce sera un petit guide visuel ensuite pour commencer à travailler. Pour faire ces moodboards là, on utilise par exemple des sites comme Behance, que vous devez connaître, je pense, Pinterest, Tribble, Musli, qui est un peu moins connu, mais nous on l'utilise pas mal. Musli, c'est intéressant parce que c'est un moteur de recherche. Pour la veille. Ouais. Mm, mm. Et en fait, on l'a installé dès qu'on ouvre Google, on a Musli. Mm, Et, mm. et du coup, on a de la veille constante comme ça. Et ça peut être dans les livres aussi. Par Oui, exemple, à l'agence, on a plein de magazines étapes, et du coup, quand on se balade, je sais pas, on travaille sur un logo, et puis on tombe sur c'est ça. un magazine, on feuillette, et on trouve des inspi là-dedans. D'ailleurs, si vous avez des petites idées, comment s'inspirer ou où vous vous inspirez, n'hésitez pas à nous le Mhm. dire en commentaire. On est preneurs. Ouais.
Et après, on va pouvoir commencer les recherches graphiques. Et là, du coup, bah, pour le coup, ça commence vraiment à devenir concret. Donc, on va commencer à faire des petits croquis. Oui. Par exemple, tu fais comment, toi, Marine? Bah, déjà, moi, j'utilise toujours un carnet avec des quadrillages. Parce que ça me permet des fois de structurer les croquis que je vais faire. Bon, des fois, je ne respecte pas les quadrillages, mais j'aime bien utiliser vraiment ce papier-là en particulier. Mm. Et bah, une fois que j'ai le brief en tête, je vais écrire pas mal de mots-clés, faire des liens entre eux. Ça va me permettre de faire des associations d'idées et bah, justement d'associer des formes à des idées, etc. Et dans cette étape-là, je suis pas encore dans les couleurs. C'est vraiment du Mm. crayonné brut. Et il y a aussi une autre phase, donc là ça va être une phase très logique en fait, où je vais vraiment avoir le sujet en tête. Et il y a aussi une autre phase où là je vais oublier tout ce que je sais et je vais être beaucoup plus dans l'abstraction. Parce que des fois en fait quand on fait des choses un peu abstraites après avoir digéré un brief on va dire, et ben il peut y avoir des choses qui se passent. Mm. Et donc ensuite avec tous ces éléments-là, je les assemble et ça crée des icônes, des logos. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'à cette étape là-bas, on se fixe aucune limite. Il y a vraiment bah, nos limites. On explore tout, Mm. plein de formes. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand on crée une forme, bah, on va la tordre un petit peu, on va la manipuler. Je sais pas comment, enfin comme un artisan potier, je sais pas un petit peu où il va travailler sa forme, tu vois. Et puis Mm, et on cherche pas la perfection dès le début. Vraiment, ouais, on manipule et on jette rien. Et ça, c'est important aussi. Enfin, moi, quand je travaille, je gomme pas, même si c'est pas intéressant sur le moment. Je me dis peut-être qu'à un moment donné, on va revenir dessus et ça sera peut-être intéressant. mm, mm. Et, et ouais. Et du coup, bah, cette phase-là, elle est très, ouais, Très très riche, importante. ouais. Mm, mm. Mm, mm. Et ce que tu disais un petit peu, Marine, tout à l'heure, ouais, ce qui est important, c'est de. T'as un peu deux phases ouais, dans la création. Et c'est pour ça que nous, on demande à nos chefs de projet, quand on est planifié sur un logo, sur une identité visuelle, on leur demande d'espacer des phases de travail dans le temps. Par exemple, on va leur dire, bah, lundi, je commence à travailler sur le logo. Mardi, mercredi, je travaille sur autre chose, un autre projet complètement différent. Et je reviens dessus mercredi, jeudi, enfin en fin de semaine. Et du coup, c'est important ces phases-là où on n'y pense plus vraiment. On Parce prend que, du recul. hmm, Et souvent, on arrive sur notre planche de travail, on est en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait la dernière ouais, c'est fois? ça. Enfin, en fait, on prend un recul énorme et c'est trop bien parce que c'est là où on retrouve des nouvelles idées et Ouais. que de rester focus sur la même chose à chaque fois, c'est moins évident, on va Hmm, dire. hmm. Mm. Donc il y a un travail, comme on le disait tout à l'heure, il y a un travail inconscient, conscient et inconscient. Ouais. C'est ça. Parce qu'on dit, enfin, on travaille pas dessus, mais finalement, on continue à travailler dessus Oui. plus ou moins, Mm, sans mm. le savoir. Et, et quand le timing est court, enfin, pas que quand le timing est court, mais quand on en ressent le besoin, c'est important aussi de se détacher de son ordinateur ou de sa feuille et ouais, d'aller s'aérer, tout simplement, en fait. Ça me fait penser à Gaëlle, notre alternante qui était avec nous Oui, il n'y oui, a pas oui. si longtemps que ça et qui travaillait sur un logo. Et le timing était un peu court parce que c'était pour une avant-vente, là, il me semble. Et du coup, elle était sortie un petit peu s'aérer. Et puis après, je retourne la voir et puis je lui dis, est-ce que ça va, Marine? Gaëlle? Et, et il me fait, Ah oui, c'était une école de chimie, c'est ça. ouais, c'est ça, pour le NSCR. Oui. Ouais. Et elle me dit, oui, ça va. Et du coup, j'étais un peu bloqué tout à l'heure, mais là, je suis allé m'aérer, je suis tombé sur une pâquerette, ou enfin, en tout cas, une fleur. Et ça l'a débloqué en quelque sorte. Et elle s'est dit, ah, ça a résonné un petit peu sur le logo sur lequel elle était en train de travailler. Et puis, elle a fait des associations comme ça de Mm, forme. mm. Du coup, euh, du coup, ouais, important de décrocher des fois un petit peu et de bouger. Et ensuite, Marine, on va construire le logo. Oui. Alors, Mm. on a parlé tout à l'heure de quoi était composé un logo. Bah là, on va vous montrer comment on le construit, justement. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a la partie typo, il y a la partie symbole, icône et les couleurs.
Sauf qu'une fois qu'on a ces infos-là, comment on fait, quoi? Comment on choisit la typo? Comment on choisit l'icône? Et comment on choisit la couleur? Alors, on va commencer à la partie typographie. Alors, il faut savoir que c'est un sujet extrêmement vaste. D'ailleurs, typographe, c'est un métier, hein. Hmm. Nous, on prétend pas l'être, mais bah, la typographie, c'est quelque chose que nous, dans notre métier, on utilise tous les jours. On a toujours des choix à faire en typographie, hein, que ce soit pour le site web ou pour bah, les supports print. Chaque usage est différent. Il y a des typos qui sont plus pour le web que d'autres. Là, on vous a mis un peu l'anatomie de la typographie, si vous voulez vous la péter en repas de famille avec des mots un peu stylés. On vous laissera cette image-là. On va pas tous expliquer parce que ça va prendre On un n'a pas temps le temps. fou. Mais c'est pour dire aussi que bah, la construction d'une typographie, c'est pas au hasard. C'est chaque Hmm. lettre a sa fonction et chaque forme a vraiment son utilité pour bah, permettre à l'utilisateur d'avoir une lecture fluide et justement, tu as des typographies qui sont plus ou moins lisibles. Donc, Hmm. avec l'accessibilité, en fonction de vos clients, de la cible que vous voulez toucher, ça va vraiment avoir un impact. Alors, comment on choisit la bonne typographie? C'est pareil, la typographie, il y a énormément de classements différents qui ont été faits au fur et à mesure du temps. Nous, on va vous proposer ce classement-là qui est le plus classique et le plus simple et ce qu'on connaît le mieux finalement. Alors, il y a des typographies avec empattement, donc on appelle ça les sérifs, les typographies manuscrites ou script, les typographies sans empattement, donc sans sérif, et les typographies décoratives ou expérimentales. Ça donne ça. À savoir que bah, une police à empattement, en général, ça peut inspirer le sérieux, la tradition, la stabilité. D'ailleurs, ces typographies, bah, quand vous lisez vos livres, c'est les typographies les plus utilisées parce qu'elles sont très faciles en termes de lecture. C'est beaucoup plus agréable de lire un livre avec typographie en empattement. Ça fatigue moins. Et les typographies manuscrites, elles vont plus évoquer euh, l'écriture à la main. Donc on peut les retrouver chez des marques qui vont vouloir paraître plus accessibles, plus humaines. Bon, je dis accessible parce qu'en vrai, c'est pas les typos les plus accessibles justement visuellement, Hmm. mais C'est vrai. pour le côté humain, bah, c'est sûr que c'est plus Proximité. chaleureux, c'est Hmm. ça. Il y a aussi du coup les typographies sans empattement. Alors elles justement, elles vont être beaucoup utilisées sur le web par exemple parce que bah elles sont plus claires, plus efficaces. Ça va évoquer, c'est plus simple pour le coup, pour le web c'est plus accessible. Et les polices décoratives qui elles sont plus originales, donc on va plus les retrouver dans la culture, dans l'événementiel, sur des affiches en gros bold pour faire comprendre un message justement même justement dans le militantisme, elles sont souvent Hmm. utilisées, ce genre de typographie, pour qu'on comprenne rapidement le message qu'on veut envoyer. Ouais. Et voilà, elles sont utilisées plus dans les univers jeunes, culturels, etc. Pardon, je n'arrive plus à parler. Et voilà, ce qui est important dans la typo, c'est qu'elle reste lisible partout et à toutes les tailles. Et là, on va faire un petit jeu. Est-ce que saurez-vous reconnaître les vrais logos qui se cachent derrière ces images? Et vas-y, Richard, essaie de les trouver. Alors, du coup, moi, j'ai Netflix là au milieu. Oui. Coca, Cola. Ah, on a des. Attends, je vais pas aller trop vite. Ah, on a Moi, des je vais joueurs. pas. Il y en a un que j'hésite. Celui en bas à gauche. Ah ouais, bien joué. Gold Chicken Soup. Rapide en plus. Coca, Disney logo. Et l'autre est caché en bas à gauche. Ah oui, on le voit pas. Ah oui. Ah oui, on est devant. C'est nous, en fait, on cache tout. Je sais pas si on peut le bouger Bah, vous voyez, le en N, c'est live. marqué bonbon. Essayez de deviner. Est-ce que Marine, Emma qui est avec nous d'ailleurs, qu'on remercie, Ah, c'est bon. Ah oui, merci, merci Emma bien joué. C'est qui est avec Haribo. nous en live, la régie, tu gères. Bah, c'est bon, bah, vous avez tout trouvé, hein. Ouais, ok, balèze. Voilà la réponse. Et là, on va passer aux couleurs.
Donc, on va parler palette principale, secondaire, contraste, accessibilité. Et là, on a encore un jeu. Et maintenant, vous devez deviner aussi à quelle entreprise ça appartient, juste avec les couleurs. C'est peut-être un peu plus difficile. En vrai, mais on vous fait confiance. Ouais. Moi, je pense celui de gauche. Adap- Ouais, bien joué, hein. Adapé, Léa aussi. Adapé. Et là, est-ce que je commence ou pas? Vas-y, Hmm. commence. Le premier. Le premier. Bah, le premier, c'est pour moi, c'est Microsoft. Ah, bah bien joué. Ouais. Adapé-la, qui a trouvé. Ah, ok. Le deuxième, ce serait quoi? Le deuxième, il est dur. En plus, c'est moi qui les ai faits. J'ai pas toujours respecté le nombre de lettres. Peut-être En vrai, le isolé. deuxième, j'ai respecté, je crois. Mais le deuxième, t'as respecté. Ah ouais, bien joué. Oui, bien joué. Bien C'est joué. FedEx. Bien joué, Golden Chicken Soup. C'est FedEx, ouais. Et le troisième, Il est intéressant, le logo FedEx. Je sais pas si vous l'avez tous en tête, mais avec la flèche qui est cachée entre le... Google. C'est i- bien. euh, Je t'ai coupé, Richard, désolé. Non, non, C'est t'inquiète. quelqu'un qui a trouvé la réponse. Je ne pouvais pas ne pas le dire. Ensuite, en bas à gauche, Je peux donner un indice? Si je dis fast food. Oui, c'est fast food. moi, Oui, c'est oui, de la oui. fast-food, ouais. Clairement. Jaune et vert, il n'y en a pas tant que ça, des jaunes et verts dans cet univers. Snack. Je sais Oui, pas... Ouais, Madame bien joué. Chippy qui a trouvé. Bien Subway, joué, bien Madame Chippy. joué. Celui du milieu, là, franchement, c'est... J'ai pas respecté, là, les lettres. Mais en vrai, là, c'est vraiment juste le code couleur. Ouais, bien joué, Ikea, avec bien palette. joué. Ouais. Et le dernier, qui peut être un peu difficile, je peux vous donner un indice aussi. Je vois que personne trouve. Si je dis boisson. Vert. Non! Non, mais bah, t'as les bonnes couleurs. Non, non. Mais c'est vrai que oui, Ouais. ça pourrait. En fait, le premier point rouge, c'est pas une lettre. Ah, une C'est Ken, bien c'est une joué. On icône. a les Ouais, amateurs de bière bien ici. joué. Enfin, après, je précise, hein, attention, l'alcool est dangereux pour la santé. Tu fais bien. On sait jamais. Bah, bien joué tout le Ouais, monde, bien hein. joué, hein. Vous avez géré. Merci à tous ceux qui ont participé. Voilà la réponse. Microsoft, FedEx, Google, Subway, Ikea, Heineken. Et oui, c'est aussi pour dire que bah, les couleurs, elles ont un pouvoir énorme sur l'identité visuelle, parce que finalement, même en voyant que des couleurs, vous avez réussi à identifier c'était quoi les entreprises. Donc ça montre que bah, eux, leur identité visuelle, elle fonctionne très bien, quoi. Elles ont une influence sur notre perception, et bah, souvent les couleurs, justement, elles créent de l'émotion et véhiculent des valeurs. Souvent, il y a une symbolique des couleurs. Par exemple, le bleu, il va inspirer la confiance. Par exemple, Mm. en Occident, c'est quelque chose qui... Je crois que c'est la couleur la préférée des Occidentaux, le bleu. À savoir que du coup, à l'international, c'est pas forcément le cas. Bah, c'est ça. C'est quand on Mm, travaille un mm, logo, tu le disais tout à l'heure, mais il faut faire attention que les couleurs elles signifient quelque chose chez nous, dans notre culture, mais mm, dans notre mm. culture, ben, Faut toujours veiller à ça. attention. Et le bleu, bah, on le retrouve dans beaucoup de banques, de réseaux sociaux. À l'inverse, le vert, bah, attention au greenwashing, mais c'est plus Ouais. la nature. Mais en vrai, pas toujours, du coup. Ça dépend vraiment de comment vous vous positionnez aussi. L'équilibre, l'énergie. C'est très bien pour ouais, les marques qui veulent aussi évoquer la santé. Le rouge, ça va plus être la passion, le dynamisme, l'action. D'ailleurs, on le Mm. voit souvent, le rouge, il est dans beaucoup de marques de food, de snacks, de fast-food. Parce que justement, ça invoque un peu l'envie, comment dire, rapide, quoi. Voilà, fin, quoi, Efficace, l'énergie. quoi. Ouais, c'est ça, j'ai faim. Et le noir, ça va être plus l'élégance, le luxe, la sobriété, voilà. Et derrière chaque choix de couleur, donc, il y a une stratégie. On l'a choisi pas simplement parce qu'on l'aime ou parce que c'est joli. Il y a vraiment derrière bah, une recherche. Voilà. On va vous montrer un exemple de panel. Enfin, là, tous les logos sont pas à jour sur cet exemple-là. Mais c'est pour dire que bah, ça peut être marrant, par exemple, quand on veut créer un logo pour son entreprise, de rassembler tous ses concurrents Mm. et d'identifier bah, quelle couleur ils utilisent. Et justement, au moment du choix de sa propre couleur, on se met au milieu
et on se dit, bon, bah là, je trouve que je fais bien ma place, quoi. Ouais, Là, c'est ça. je pèse. Quand on présente les pistes aux clients, Ouais. souvent ce qu'on fait, c'est qu'on met le logo qu'on a créé autour des concurrents et on voit Mm. justement comment, si on se démarque. C'est ça. Et à vérifier absolument aussi par rapport à votre cible, vos clients, qui va lire votre logo, l'accessibilité. Est-ce que le contraste, il est suffisant pour être lisible de loin, partout, par tout le monde, y compris par les personnes malvoyantes? Bah, c'est une obligation et c'est surtout du bon sens, quoi. Nous, on l'applique aussi même sur nos sites web. On essaye de l'appliquer un peu partout, enfin même Hmm. partout. Ouais, maintenant, c'est Ouais. ancré, on le fait naturellement. Mm. Il y a la notion de multi-support aussi. On le voyait tout à l'heure, le logo Total, par exemple, il ne vit que sur fond blanc, quoi. Donc vous, si vous avez besoin dans vos supports d'utiliser des fonds de couleurs différents, s'il va être sur, je sais pas, un camion, une gourde, là je vais vraiment dans les extrêmes, mais en fonction des utilisations, il va falloir réfléchir à ça aussi en amont. Les codes couleurs, en digital, on va travailler sur du RGB, du RGB, je parle mal, un mix de français-anglais. Et oui, en anglais, ça va être du CMJN, la quadrichromie, ou même du Pantone. Il va falloir identifier sur quel Pantone on va utiliser. Donc ça paraît technique, mais c'est ça qui va garantir que votre rouge va rester vraiment rouge partout et qui va être similaire partout. Parce que s'il vire dans le orange sur certains supports, du coup on va mal identifier votre marque après. D'ailleurs c'est pour ça qu'on parlera de la charte graphique tout à l'heure, qui est très importante à respecter. Hmm. Et ensuite on va parler des icônes. Des icônes. Et on va voir justement les différents types d'icônes. Là, par exemple, on a le logo monogramme. Ce qu'on appelle monogramme, en gros, c'est on va prendre les initiales du nom de la marque et on va en faire une forme, un logo. Ici, par exemple, je peux vous laisser peut-être les reconnaître dans le chat si vous voulez aussi. Euh, mais je commence. Du coup, on a un logo des plus connus sur Terre, je pense, parce qu'on le voit strictement partout. On passe pas une journée sans le voir sur une casquette, je pense. Mais c'est le logo de l'équipe de baseball de New York, les New York Yankees. Donc là, on voit comment ils ont entremêlé le N et le Y. Ensuite, on a le logo de H&M, qui est une marque de prêt-à-porter. Là, c'est... Alors, moi, je connaissais pas, mais dans ma recherche, c'est Hens et Moritz. Ok, mais je savais pas non plus. Ouais. Et du coup, là, ils ont fait ça un peu en mode signature sur ce logo. Et en troisième, on a le logo PlayStation, qui avant était un peu plus reconnaissable parce qu'il était en dégradé justement. Mais il a été revu il n'y a pas si longtemps que ça, où on a le P en haut qui vient vers le haut et le S en base. Alors ensuite, comme autre style de logo, on a le logo figuratif. Je peux vous laisser chercher, les deux derniers vous l'avez c'est sûr, mais le premier vous pouvez... N'hésitez pas dans le chat à dire si vous le reconnaissez, parce qu'il est un peu moins évident que les deux premiers, que les deux derniers. Donc je vous laisse un petit moment, je reviens dessus après, et ça me permettra de faire une transition avec les logos suivants. Donc on a le logo Apple au milieu forcément. Ah bien joué Golden Chicken Soup, t'es trop fort. Bravo. Ouais, c'est le logo Dropbox. Bon, on en parle tout à l'heure vite fait. Et du coup le logo Apple, le logo le plus connu sur Terre là pour le coup. Je pense que quand on pense à logo, on pense à... Ça vient vite dans notre tête, je pense. Et du coup, ouais. Vas-y, c'est pour définir le logo figuratif. Du coup, c'est quelque chose qui représente... Oui, c'est vrai, j'ai pas dit ça, mais... je te laisse... Qui représente un élément du réel, en fait. Que ce soit un objet, un fruit ou un animal. Enfin, c'est quelque chose d'identifiable. Et t'avais une anecdote, toi, sur le logo Apple, un petit peu? Parce que je sais que le... Oui, que c'est marrant parce que, comme on dit toujours, ça représente pas ce qu'ils vendent à Apple. Ils vendent pas des pommes pour le coup. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois, justement, le logo, ça va représenter une anecdote de la personne qui a fondé l'entreprise ou autre.
Et là, Ouais. il y a pas mal d'hypothèses autour de l'icône Apple. C'est que Steve Jobs, il aimait bien manger des pommes. Et il y avait aussi la théorie de Newton. Bah, en fait, ouais, c'est ça, le premier, tout premier logo d'Apple, qui il ressemble pas du tout à ça. En Mm, fait, c'est une espèce de gravure très détaillée, bah, où on voit Isaac Newton, justement, qui est assis sous son mm, arbre, mm, avec une pomme prête à tomber. Donc, mais après, ça fonctionne, c'est fou, ça fonctionne super bien avec la marque, hein. mm, mm, C'est ça, même si on voit un élément qu'on reconnaît, bah, en fait, ça véhicule quand même pas mal, enfin, pas mal de choses, la curiosité, enfin, il y a plein de choses à dire sur ce logo aussi. Et le troisième, c'est bah, Puma. Et bah, c'est pareil, là, ils se sont pas cassés la tête, on va dire. Non, je rigole. Mais en gros, ils ont mis un Puma, mais non, Et non. qui est reconnaissable partout, ça Et ouais, c'est c'est. pareil. Ouais. Mm, mm. Et du coup, le premier logo, c'est le logo Dropbox, qui avant, encore récemment, et c'était vraiment une image d'une boîte qui s'ouvre. Et ils l'ont rendu un peu plus abstrait, justement, un peu plus abstrait, en travaillant ces 5 losanges là. Et du coup, on a rendu beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'il y avait avant. Et ensuite, on a les logos justement abstraits. Et là, c'est en gros, C'est sujet à l'interprétation. ouais, c'est pas une forme qui existe dans le réel. Mm. C'est quelque chose qui a été créé bah, complètement quoi, de zéro. Et ce qui est intéressant avec ces logos-là, c'est que bah, du coup, on peut mettre, bah, comme tu le montrais tout à l'heure, Marine, avec le logo, le vélo là, de Airbnb, c'est qu'on peut véhiculer beaucoup de choses différentes, beaucoup de valeurs, enfin tout ce que représente la marque. On a le swoosh de Nike là aussi, par exemple, ou Renault. ouais, le logo Renault avec les deux losanges qui s'entremêlent comme ça. Ensuite, on a les logos emblèmes. Euh, Là, c'est souvent des logos qui sont utilisés on les voit souvent dans les équipes de sport. Par exemple, les équipes de football, ils en ont beaucoup. Là, on a le Real de Madrid, là, par exemple, à gauche. C'est beaucoup utilisé les emblèmes aussi dans l'univers automobile. Là, par exemple, on a mis Harley Davidson, mais on peut penser aussi à Porsche, qui fonctionne pareil avec un Mm, écusson mm. comme ça. Et c'est beaucoup utilisé aussi dans l'univers des écoles. Les grandes écoles, notamment là, par exemple, à Harvard. On voit souvent ce système-là, ça véhicule le fait d'utiliser des emblèmes, ça véhicule pas mal le fait. L'histoire. Ouais, c'est ça, qui a un background historique assez important. Assez imposant aussi, je trouve. Ouais. Mm. Et c'est surtout dans les écoles, ça peut être sympa à décliner. Voilà, il est très complexe celui d'Harvard, mais Mm, c'est sur vrai, les polos et tout, tu peux être fier de ton école, quoi. c'est vrai. Et Et ensuite, ensuite, on a les logos mascottes. Ça, c'est pareil, le premier, je peux vous laisser le chercher un petit peu parce qu'il est moins évident que les deux suivants. Mais il est très intéressant, on va voir tout à l'heure. Et bah, du coup, là, au milieu, on reconnaît tous le colonel Sanders de KFC. Et à droite, on a bah, Vache qui rit, notre célèbre Vache qui rit. Et bah, le premier, je vous laisse chercher encore un petit peu, mais du coup, le fait d'utiliser des mascottes, bah, ça familiarise beaucoup les clients, quoi. ouais. Il y a un côté, on va chez eux, enfin pas pour la vache qui rit, mais par exemple la vache qui rit, ça cible beaucoup les enfants. Ou Mm, bien même nous, on est très nostalgique de cette marque-là, parce qu'on l'a vue enfant et elle est toujours là, et du coup il y a vraiment ce truc de j'ai envie de vache qui rit, genre pour me retrouver un peu de mes souvenirs d'enfance. Et KFC c'est ouais. pareil. Enfin non, il n'y a pas trop de rapport avec les enfants, mais. Non, mais du coup, Mm, c'est mm, quelque chose, comme tu disais, qui nous mm, rapproche un petit mm. peu plus de la marque, ouais. Et le premier c'est une mutuelle. Et Ouais, justement, tu l'as pas Golden Chicken Soup cette fois, mince. Mais ouais, il est moins évident. Et du coup, ouais, c'est un prénom. C'est Alan, ouais, la c'est mutuelle. Alan. Et c'est une mutuelle du coup. Avant, il était vert aussi, ils ont changé il y a pas longtemps, mais ils Mm, étaient sur un vert fluo. Et, et du coup, c'est là où c'est intéressant, on l'a mis celui-là parce que du coup,
C'est une mutuelle et en général, les mutuelles, bah, elles sont sur des codes assez instit, s'ils sortent Froid. pas trop du Mmh. cadre. Et là, pour le coup, ils ont fait un grand écart énorme. Et du coup, ils sont allés sur un. Bah, ils ont créé comme ça une mascotte qui, à la base, était une petite loutre, Ou si un je me ours, on trompe sait pas. pas trop, ouais. Ouais. On sent qu'ils ont tellement voulu simplifier l'animal, on va dire, qu'on sait plus trop identifier c'est quoi, mais Maintenant, ouais, on sait mm, plus trop identifier. En tout cas, ce qu'on identifie, c'est que c'est un animal trop mignon, tout mignon, ouais. trop cocooning, là, et qui, du coup, bah, te rapproche. Enfin, Mm, c'est mm, pareil, on parlait de proximité tout à l'heure, et c'est un petit peu l'idée. mm. Puis là, Finalement, ouais, c'est ça, la distance qu'on a avec notre mutuelle, avec toute la paperasse et tout, en mode oh non, c'est lourd, c'est trop dur. Et bah justement, cette mascotte-là, ouais, ça apporte beaucoup de plus d'humain et plus hmm, de calme. ouais, Mm. ils vont prendre soin de nous. C'est ça. C'est complètement ça, ouais. Ouais. Alors qu'en vrai, c'est une mascotte, hein, mais c'est vraiment intéressant leur positionnement. Et ouais, tu disais Golden Chicken Soup, là, c'est que. Ouais, tu connaissais Ouais, l'ancien logo. l'ancien logo. Bah, moi, je connaissais pas l'ancien logo. Mais. Et du coup, ouais, voilà le nouveau. Et tu pourras aller voir sur leur site. Du coup, ils s'amusent énormément avec Mm, mm. leur mascotte. Là, ils ont même créé un espèce de gros monstre maintenant en 3D et tout. Même Enfin, sur monstre, ça l'application. reste un monstre tout Ouais. mignon, mais. Je crois qu'il la faisait même parler des fois. Mais je sais pas si Mhm. c'est encore le cas, il me semble. Ouais. Ah, ça me fait penser comme un mascotte aussi à Duolingo. Ah oui, Qui est là, c'est vrai, on voit que ça, ouais. ouais. Et là, pour le coup, ils Ouais. s'amusent énormément avec leur petit hibou, là. Mm. Ah, c'est fort ce qu'ils font. Et ensuite, on a le logo combiné. Bah, ça, c'est le type de logo qu'on retrouve le plus souvent, finalement. Euh, Là, par exemple, on a mis Spotify. Moi, j'ai oublié de le changer. Je voulais le changer parce que je suis pas du tout d'accord avec leur politique. Enfin bref, c'est un autre débat. On a le logo Mastercard. Euh, Par exemple aussi, où on retrouve du coup Mm, un mm. signe et le nom. Et le logo Air France, par D'ailleurs, exemple. ouais, à Vas-y. savoir, c'est que on peut avoir une mascotte et ça donne un logo combiné. Combiné, je Ouais, c'est parle trop ça. vite. On peut avoir un blason, comme on parlait tout à l'heure, et avoir une mascotte dedans. En fait, on peut assembler ces différentes idées pour Mm, faire un logo. L'idée, c'est d'avoir tout ça en tête. Comme ça, bah, si vous identifiez des choses qui vous plaisent, bah voilà, mm. on les fait. Et enfin, justement, on a 100 icônes. Les logos, justement, typographiques comme ça. Mm, mm. Là, on a mis par exemple Moulinex, Netflix, Galerie Lafayette. Et ce qui est intéressant, c'est que même s'il n'y a pas d'icône, eh ben, rien qu'avec une fonte et comment elle est travaillée, bah, du coup, tu vas pouvoir quand même raconter plein de choses. Par exemple, le logo Moulinex, là, c'est une fonte un petit peu manuscrite, justement, où bah, du coup, tu as le côté proximité, Mm. accessible. Enfin, on vient chez vous avec notre appareil, vous serez bien, quoi. Vintage même, je dirais. Enfin, moi, Hmm. ça me rappelle, ça m'évoque les souvenirs d'enfance où bah, tu cuisines avec Moulinex. Depuis longtemps, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a C'est vrai. vraiment un truc nostalgique qui Hmm. fait que ça donne envie de revenir à chaque fois. Ouais. Mm. Netflix, avec la courbe là, qu'ils ont travaillé, t'as quelque chose de très vivant, très dynamique. Et Galerie Lafayette, bah, du coup, là, c'est un peu pareil, manuscrit, et ça évoque un peu plus tout ce qui est art, mode. Enfin, voilà. On peut raconter plein de choses avec les C'est fontes. clair. Ensuite, du coup, on va travailler sur plusieurs pistes. En général, ouais, comme tu disais, on travaille sur 3 pistes, même si on ne se limite pas à 3 pistes. Si on a des idées qui pop comme ça, bah, go, on y va. Et si on pense que c'est intéressant, bah, on y va et on les présentera. On peut pas tout mettre, tout raconter dans un logo. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on travaille sur plusieurs pistes ou sur une des pistes, on va mettre l'emphase sur plus une des valeurs dans l'entreprise et une autre piste, bah, ça sera plus sur une autre valeur. Enfin, c'est pour ça qu'on travaille sur plusieurs pistes et puis surtout parce que des fois, bah, on a plusieurs idées. Et ce qu'on va faire des fois aussi au cours de nos présentations, de notre travail, c'est on va, comment dire, axer nos recherches sur un type de logo parce que au cours des discussions avec le client, on se rend compte que, bah, du coup, bah, par exemple, là, on avait travaillé sur le logo
de Amir Aslani, c'est un cabinet d'avocats à Paris. On est en train de décliner la marque là, mais on a travaillé sur le logo il y a pas longtemps. Et en fait, on a dit aux clients, on va travailler sur un monogramme parce que c'est ce qu'il vous faut en fait. Parce que on avait identifié par élimination que un logo abstrait, par exemple, ça leur convenait pas. Une fonte, c'était pas nécessaire, c'était pas suffisant parce qu'il fallait un signe quand même dans le logo, hein, une icône pour pouvoir décliner la marque sur différents supports. Et, euh, et ce qu'on voit sur cet écran là aussi, on en reparle rapidement un petit peu après, c'est qu'on projette le logo sur des éléments réels pour vraiment projeter le client et le logo dans l'univers dans lequel il va vivre concrètement. Après, et le logo qui a été choisi, c'est celui-ci par exemple pour Amir Aslani. C'est celui qui est en bas à gauche et qui était en bas à gauche. Et ce qui est intéressant, quand on a présenté le client là, qu'on a présenté ce logo au client, c'est que on s'attendait pas forcément à ce que ce soit celui-ci soit qui ressorte du lot. Mais en fait, on parlait d'anecdote un petit peu tout à l'heure, mais quand on a présenté le logo, le fondateur de l'entreprise nous a dit une phrase, je me souviendrai pas là quelle phrase c'était, mais en gros, ça rentrait en résonance avec le signe des deux A inversés là qui se répondent en miroir et qui pour lui avait un sens, voilà, c'était ce logo. Et ce qui est important aussi quand on présente les logos, justement, c'est les expliquer. On va pas vous balancer une planche comme ça avec tous les logos d'un coup et vous dire ok, c'est lequel que vous préférez. Non, ça marche pas comme ça. Nous, on va vous expliquer vraiment tous nos choix graphiques en fait. Nos démarches, notre Mm. processus, même comment on a cherché, comment on a trouvé. Ouais, tout ce qui fait la composition du logo. Pourquoi ces couleurs-là, pourquoi ces formes, pourquoi cette fonte. Tout ça pour éviter justement le j'aime pas et comprendre ce que chaque piste raconte en fait. Et on va faire des mock-ups aussi, justement, pour projeter dans le réel. Un logo, il existe jamais seul, en fait, il est toujours sur quelque chose. Et du coup, ça va nous permettre de voir si le logo va bien fonctionner dans son environnement, en fait. Là, par exemple, c'est toi, Marine, qui avait Oui, travaillé sur ce logo. on avait fait du coup différents mock-ups pour le CHGR. Et l'idée, c'est montrer comment ce logo peut être décliné sur tous les supports, que ce soit sur la signalétique, que ce soit sur, sur le digital, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on veille à chaque fois à faire, justement pour faire comprendre aux clients comment va ensuite rayonner l'identité Mm. visuelle. Et ensuite, on va itérer avec vous pour améliorer nos premières pistes, pour revoir des pistes, pour en faire des différentes. Enfin, ça va être comme ça un travail d'itération. Et, et ouais, par exemple, on a des fois des clients qui nous disent est-ce qu'on peut mélanger la 1 et la 2. Ça, c'est un peu. Nous, quand on entend ça, on est un peu sceptique. Et parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Mais dans tous les cas, on teste parce que c'est important de tester. Et des fois, c'est des petits détails qui font la différence quand même. Par exemple, on avait travaillé avec Mini Coloc. Mini Coloc, c'est un concept store à Rennes qui vend beaucoup de choses pour les enfants et pour les grands aussi un petit peu. Mais vous pourrez aller voir le site internet. Et en fait, quand on a présenté les pistes, la cliente est partie sur la première piste, celle qui lui parlait le plus. Dans celle dans laquelle en fait elle se reconnaissait totalement, c'était la première. Mais par contre, il y avait le mini, le texte au-dessus colloque, qui fonctionnait un peu moins pour elle. Et du coup, on a vu dans une des autres pistes un mini qui pouvait convenir dans celle qui est en bas à droite, par exemple. Et du coup, le logo qui a été retenu, c'était celui-ci. Justement avec un petit peu de pistes retravaillées.
Et en fait, ce qui était intéressant pour elle, sur ce logo, c'est qu'elle pouvait s'amuser avec ces petits œufs là qu'on a créés dans les hauts. Elle a vu tout de suite qu'elle pouvait créer tout un univers assez ludique, assez animé pour son site internet. Et ensuite, une fois qu'on a validé ce logo, on va le finaliser. Là, notre travail, il n'est pas encore terminé. On va apporter les dernières touches du logo s'il y a besoin. On va le cleaner parce que, par exemple, quand on a commencé à travailler sur un logo, bah, c'est pas, il y a des formes qui sont pas, comment dire, enfin, c'est un assemblage des fois et nous, on va le cleaner vraiment pour avoir quelque chose de très clean. Et on va fournir aussi ensuite aux clients toutes les versions du logo. Ça, on va le voir plus précisément dans la charte, mais en gros, on fait un logo en version monochrome, hein, enfin dans toutes les versions différentes. Et justement, en parlant de charte, On va construire la charte graphique. mm, Donc on l'a déjà défini un peu plus haut, mais pour rappel, bah, c'est un document dont le rôle, ça va être de garantir une cohérence et une uniformité visuelle sur tous les supports de communication de l'entreprise. Donc ça va être interne, externe. Enfin, c'est vraiment le mode d'emploi finalement de votre identité visuelle. Donc dans une charte graphique, qu'est-ce qu'il y a? Alors déjà, il y a le logo. Donc ces différentes versions, comme tu disais Richard, en couleur, en noir et blanc, en responsive, avec ou sans baseline, les couleurs. Donc on va avoir une palette primaire, ça va être les couleurs principales de la marque, et une palette secondaire pour enrichir l'univers sans brouiller le message. Par exemple, si on a à produire des illustrations, etc., il va falloir avoir différentes teintes de couleurs. On va avoir mm, les typographies. Donc, on va avoir la police principale et éventuellement les alternatives à utiliser pour le web ou les documents bureautiques parce que parfois, on n'a pas accès à la fonte initiale. Donc, ça peut être au cas où une typo de remplacement. mm. On va aussi avoir l'univers iconographique. Donc ça va rassembler tout ce qui est photos, illustrations, pictogrammes qui vont incarner la marque et qui vont lui permettre de communiquer sur plein de choses, sur ce qu'elle vend, même sur sa communication en général. À savoir aussi que la taille d'une charte graphique, elle peut varier selon les clients, selon la taille de l'entreprise, selon les besoins. Certaines, elles vont être plus riches que d'autres en illustration, en images et en guide de mise en page aussi. Le but, c'est vraiment que les personnes en interne puissent être totalement autonomes grâce à cette charte graphique. D'ailleurs, il existe plusieurs supports aussi de charte graphique. Il y a des chartes graphiques qui ont existé en PDF ou d'autres qui vont exister sous forme de site web en fait. Ouais. Et ça, c'est super pratique Mm. parce que du Tout coup, le monde y a accès. ouais, Par exemple, la charte graphique de Rennes Métropole. Mm, mm. C'est ça. Mm. Et dès que tu as besoin d'un élément, bah, tu vas sur le site, hop, tu prends ce que tu veux. C'est Mm. ça. Donc, il y a des règles d'utilisation sur cette charte graphique. Donc, ça va être composé, ça va être les marges de protection, par exemple, autour du logo. On ne peut pas le coller en bord de page. On va ajouter des marges pour pouvoir le protéger et pouvoir justement avoir un beau blanc tournant, qui ait un bel espace autour. Ça va être les tailles minimales pour éviter qu'ils deviennent illisibles et qui, justement, avec différents logos, un pour les plus petites tailles, un pour les plus grands, les bonnes pratiques, les interdits, pas déformer le logo, ne pas changer sa couleur, etc. Et donc ces règles, elles peuvent sembler très contraignantes au premier abord, mais c'est ça qui fait que ça évite les dérives graphiques et ça renforce la connaissance de la marque. Parce que si on l'utilise mal, la marque elle va pas être vue de la même façon non plus. Donc, il va falloir faire vivre la charte graphique, à savoir que c'est jamais figé, parce qu'il y a des règles, mais on peut la faire évoluer au fil du temps. Si par exemple, justement, on fait évoluer un produit, un service, on peut la mettre à jour. Donc, il faut la faire évoluer avec les usages. Par exemple, pour la déclinaison vidéo, pour le motion design, nous, on en fait souvent, par exemple, des fois, on a un brief, on nous fournit la charte graphique et on va faire des évolutions. Mais avant de faire ces évolutions, on notifie le client, il nous valide et ensuite on met à jour tout ça.
Donc voilà, autant de formats qui n'existaient pas forcément au moment où la charte a été créée. Donc il faut Mm. la faire évoluer. On a des exemples. En fait, ça, c'est un site qu'on vous partage, que vous pourrez aller voir, c'est The Branding Guideline Archive. C'est un site qui regroupe énormément de chartes graphiques, pas toutes, mais pour des gros clients ou des grosses entreprises, si vous voulez vous en inspirer, il ne faut pas hésiter à aller voir. Je crois qu'il faut s'inscrire quand même pour pouvoir les visionner, mais c'est super intéressant. Nous, je sais que quand on construit les chartes graphiques, on aime bien regarder un peu les concurrents sur ce site-là et voir comment elles sont Ouais. construites, voir la complexité de comment elles sont faites et tout. C'est très intéressant, je vous invite à aller voir. Il me semble qu'il y en a qui sont accessibles sans... Où t'as pas besoin d'être connecté, Mm, mm. je crois. Qu'il y en a quelques-unes, pour voir un exemple. Mm. Ouais. Ah oui, chose à savoir, avant de passer au sujet précédent, on n'a pas expliqué, nous, comment on l'utilisait dans notre quotidien, la charte graphique. Mm. C'est-à-dire que nous, on est briefé sur un sujet donné. Par exemple, on va faire un site web et le client, on va lui demander sa charte graphique. On va s'imprégner de sa charte graphique et ensuite, on va se mettre à travailler dessus. Je sais pas, toi comment tu fonctionnes, Richard, sur les différents projets Euh, Bah, il Ouais. nous faut... C'était peut-être une question bateau. Non, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on demande systématiquement. Mm, mm. Il nous faut cette charte-là, parce que enfin, on peut pas travailler sans. Et s'il y en a pas, bah, du coup, on va voir avec le client comment on fait. Mais ouais, c'est un élément... Enfin, on en a besoin directement. Mm, mm. Mm. Et maintenant, on va parler de l'IA. On voulait vous parler un peu de l'IA sur le sujet des logos et tout ça, parce que c'est vrai que moi, c'est même dans mon entourage, souvent on me dit, mais comment tu vas faire, Marine, plus tard, parce que les IA, elles vont peut-être voler ton métier pour les logos. On voit qu'il y a plein de générateurs de logos qui sortent. Et donc moi, j'ai fait quelques recherches à ce sujet et j'ai pas trouvé d'exemple récent de logos créés entièrement par intelligence artificielle qui auraient fait parler d'eux en 2025. Je cherchais, je me disais peut-être qu'il y a une agence ou un studio qui a communiqué là-dessus et qui a fait un logo en ce sens, quoi. Et j'ai pas trouvé. Donc à ce jour, j'ai l'impression que on n'est pas encore, on n'utilise pas encore l'IA dans vraiment la création pure de logos. Sauf éventuellement, je me dis, quelqu'un qui a besoin d'un logo là rapidement, qui vient de créer son entreprise, qui n'a pas de budget pour créer un logo, il va s'en faire un vite fait. Et le jour où il aura le budget, il ira voir une agence et là, il aura un logo vraiment réalisé. Mais ouais, aujourd'hui, nous, on n'utilise pas l'IA pour vraiment créer Non. un logo. On avait fait des tests, mais ça n'avait pas été concluant. Au contraire, on trouvait que ça rallongeait, enfin, ça nous rajoutait du temps en plus parce que on a envie de corriger ce que l'IA fait, mais au final, on n'avance pas. Donc, on a oublié un peu l'IA là-dessus. Ouais, pour moi, ça Ouais. se rapproche beaucoup de ce qui existait avant déjà. Il y Mm, avait mm. déjà des générateurs de logos, Oui, tu c'est vois, vrai, ouais. mais qui fonctionnaient sans IA. Mm, Et du coup, les résultats, ils sont assez proches. C'est basique, quoi. C'est mm, pas, mm. c'est c'est pas intéressant. Et du coup, non, ouais, nous, on l'utilise pas pour cet exercice-là, non. Par contre, ce qui est marrant, c'est que, à l'inverse, on voit pas de logos qui ont été créés par l'IA, mais on voit de plus en plus que dans l'espace médiatique, quand il y a une refonte de logo, par exemple, là, on va vous parler de l'Eurovision. Ils ont été, en fait, sur les différents commentaires YouTube, etc., Twitter, enfin X et tout ça, il y a certains fans de l'Eurovision, suite à la création du nouveau logo, qui avaient des commentaires du style Oh, mais on dirait trop que ça a été généré par une IA, alors que c'est pas du tout le cas. Mais c'est marrant finalement, ça devient une critique Mm. l'IA. Alors, on dirait que c'était fait à l'IA, alors que c'est pas vrai. Juste parce qu'ils le Ouais. trouvent trop lisse, finalement, ça en devient un argument de... Ah, voilà, on va Mais vous c'est ça le montrer ça. risque aussi, C'est c'est celui-là. en utilisant l'IA, c'est que du coup, tout se ressemble un petit peu. Et Oui. qu'il y a un style IA. Il y a un style IA aussi pour la photo, hein, quand on génère des photos un petit peu sur Mm, mm, Dali, par exemple, le générateur de chat GPT, c'est des photos qui sont un peu jaunes, un petit peu, et mm, mm. on retrouve une teinte un peu chaude dedans tout le temps. Et pour s'en débarrasser, c'est pas évident. Mais, euh, mais ouais, et du coup, comme tu disais, le style un peu simple, on va dire, ou avec des formes
Ouais, c'est vrai qu'on reconnaît. Et ça me fait Donc, penser mmh, aux affiches que tu vois aussi dans la rue où oui, ça se voit. mmh, ça se voit un petit peu. Finalement, on est tous Mais devenus des scanners, on scanne tous les visuels, on est ça c'est IA. Mais c'est c'est vrai. donc générer un logo avec IA, les plus, les moins. On va plutôt ouais, on va dire comment nous on utilise l'IA peut-être, Mmh. parce qu'on l'utilise pas pour faire des logos, mais dans nos recherches, on peut l'utiliser. En vrai, moi je l'utilise pas trop, j'aime bien quand je suis Non, dans la partie croquis par exemple, je me focus et j'oublie tout le reste, mais c'est vrai que pour les logos particulièrement, on ne l'utilise pas. Non, on l'utilise plus pour la création de contenu, mais je pense plus ou pour ouais, au vas-y. site internet, quand on travaille Ouais. sur des sites web. Mais pour la création de logos. Pour trouver les Hmm. concurrents, des fois, ça peut aider. Tu Ah, trouves voilà. vite l'info, quoi. Hmm, C'est vraiment le c'est genre vrai. de choses peut-être qui peut être sympa, mais autrement, non. Pour le logo lui-même, non. C'est vrai. Pour trouver par exemple Bah, je l'IA sais pas, dans nos recherches. on a une idée de un logo, je sais pas, un rouge, Mm, mm. et sors-nous des idées de logo rouge, ou je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ouais, c'est vrai, ça augmente ça permet d'aller un peu plus vite des fois dans les recherches. Des fois, c'est vrai. Et, euh, et du coup, tu avais trouvé un exemple, par contre, intéressant, toi, Marine. Oui, C'était le cas de Gamma, qui est une entreprise le justement qui Kagama. travaille en lien avec l'intelligence artificielle. Donc pour le coup, elle est vraiment légitime d'intégrer ça dans sa charte graphique. Hmm, Et en fait, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que finalement, bah, en fait, Gamma, elle a sa charte graphique et elle a publié une charte en ligne en expliquant comment générer des visuels cohérents avec son identité. Je n'arrive plus à parler. Via des prompts codifiés. Donc les SREF là, qui sont utilisés dans Midjourney, ça. euh, ils sont indiqués dans la charte graphique. C'est-à-dire que demain, quelqu'un en interne veut générer des nouvelles illustrations pour communiquer sur Gamma, et ben il va sur Midjourney, il tape les codes qui sont présentés là, et du coup, il a généré des illustrations qui correspondent à la charte graphique. Ouais, dans le style de toutes ces images-là précédentes. Et ça, c'est intéressant. Bah, c'est C'est super c'est intéressant. intéressant. Ça Ouais. pose des questions éthiques quand même, parce que du coup, Bah, il n'y a on pas sait que d'illustrateur, du coup, qui va être fini, qui c- va. C'est c'est triste, ça. un peu dans un sens, mais. Donc, à voir, mais du coup, on vit dans ce monde-là un peu finalement, parce Mm, que. mm. Mais moi, ça me rend un peu triste aussi quand tu vois Spotify je reviens sur eux, Oui. mais qui utilise l'intelligence artificielle pour créer des musiques. Et du coup, Tu ils ont sais plus personne le à faux du rémunérer. vrai, ouais. Mm, Eux, ils sont tout mm. gagnants parce que bah, il y a la pub, machin. Mais eux, ouais, bon, bref. En tout cas, Gamma, ce qui est bien pour eux, enfin, en fait, eux, pour le coup, ça va pas changer leur positionnement parce que de base, ils travaillent avec les intelligences artificielles. Donc pour eux, Ouais, franchement, il n'y a pas de souci. Mais pour une entreprise plus classique, on va dire, ça peut peut-être poser problème. Peut-être que les clients, justement, ils vont pas se retrouver là-dedans. Mais c'est quand même intéressant de voir que bah, certains s'y mettent mm. et l'intègrent directement dans leur charte graphique. Et c'est ça, ce que tu disais tout à l'heure. Du coup, ils ont fait évoluer leur charte graphique en Mm, fonction mm. des nouveaux usages. Du coup. C'est ça. Et ils ont fait parler d'eux, donc ça a marché aussi. Clairement. Et ben voilà, je crois que du coup, n'hésitez pas dans le chat, ouais, si vous avez des questions. Ou des avis. Et d'ailleurs, est-ce que vous aimeriez faire évoluer dans votre identité visuelle? Est-ce que vous aimeriez, ouais, aller plus loin? Ouais, où vous en êtes. Ouais. Mm, mm. Vous voyez, par exemple, c'était au début du chat, c'est Gold Chicken Soup, tu disais, tu as mis en phase de création d'entreprise avec un prototype maison d'un logo et identité visuelle souhaitée. Donc ouais, j'espère que Ok. du coup, ça t'a permis ce petit live ce matin d'avoir quelques infos en plus. Euh, donc merci à tous. Les prochains lives, On va parler des prochains lives. ouais, Ouais.
Donc le prochain, c'est le 16 octobre. 16 octobre avec Elisabeth et Emma qui est à la régie aujourd'hui avec nous. Merci encore. Et du coup, ça sera sur LinkedIn. Comment booster votre présence sur LinkedIn. Et celui d'après, ça sera avec Rose et Julie le 20 novembre. Et ça sera sur l'UX Design. Mettre vos utilisateurs au centre, pas votre ego. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver aussi. Vous pourrez retrouver les webinaires sur YouTube, les podcasts, sur Spotify, LinkedIn. LinkedIn, bah, on poste Oui. très régulièrement plein de choses, de la veille, de nos projets, enfin plein de choses. Et le blog, enfin les articles que vous pouvez retrouver sur notre site. Et merci encore pour ce matin. Et si vous avez aimé ce live, ces infos, tout ça, bah, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire si ça vous dit sur notre Google My Business. Mhm. Ça fait toujours plaisir. Et puis d'ailleurs, on vous encourage à faire ça avec vos clients aussi à vous. Ça, bah, c'est bon, très bon pour le référencement notamment. Donc voilà. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, Bah non, bah Marie? merci à vous, merci pour votre participation. Oh, j'arrive plus à parler, je suis trop fatiguée. Non mais merci pour tous vos commentaires, bah, notamment sur les jeux et tout, c'était très sympa. Ouais, très cool. Merci beaucoup. Et ben merci à vous aussi. Et ben voilà, c'est fini, on vous dit au revoir. Et on est pas mal, 1h30. Ouais, et franchement, on a géré le timing, hein. Ouais. On avait peur de T'as bien, dépasser, Emma très chouette. Pile poil. Nickel. En Et tout ben, cas, on a passé un bon moment avec vous et on vous souhaite une bonne journée. ouais, c'est ça. Bon courage Voilà. pour la semaine. Et nous, on va pas tout de suite, mais on file en séminaire dans pas longtemps. Oui, c'est ça. Et ben salut. À plus. Salut, salut.